Bien, mesdames, messieurs, ravi de vous retrouver comme chaque mois à ce partage d'analyse, de réflexion, d'actualité sur nos enjeux de développement durable qui concernent plus particulièrement les entreprises, la sphère économique et financière. Donc, je suis ravi de vous accueillir et de vous proposer en un moment qui est à la fois un début d'année, tous nos voeux vraiment sincères tous à titre personnel et professionnel, et de le faire avec deux intervenants de choix que je remercie infiniment parce qu'ils ont accepté de jouer le jeu de ce partage de réflexion. Dominique Méda, que vous connaissez par ses travaux très importants sur les questions du travail et sur les questions sociales et économiques, qui vient de publier un livre important, on en reparlera et on va le signaler, et Dominique va nous le commenter un petit peu, qui est donc une société désirable, et qui pose en plus cette problématique de l'horizon, comment arriver à faire basculer un peu nos modèles à un moment où le vent d'ouest est en train de nous faire un petit peu changer, vouloir faire changer un peu le sens de l'histoire. Et Antoine Roverchon, qui a une carrière de journaliste important au Monde, sur la partie économique et sur les idées, et qui suit ces questions-là de manière, je dois le dire, je peux en témoigner, de manière très précise et très extrêmement attentive et compétente, et qui a donc un regard d'ensemble sur le sujet, sa dynamique, où il en est, sur les acteurs. Et donc, c'est très, je pense, très intéressant d'obtenir un petit peu la façon dont il lit, dont il voit un peu ce qui se passe actuellement, euh, tant du point de vue des idées que du point de vue des jeux d'acteurs. Alors, je vous propose donc de garder le même timing que d'habitude. Simplement, nous essayons d'enrichir ce webinaire avec, à la fin, vous l'avez vu, un rappel des études intéressantes en vous donnant des informations techniques qui peuvent servir votre réflexion. Arnaud Herman, à la fin, redistribuera les questions, donc à 12 heures, vos questions que vous pouvez déjà préparer à nos intervenants pour pouvoir dialoguer avec eux. Merci donc, si ça vous convient, de suivre avec nous cette réflexion du mois de janvier qui est, je l'ai résumé d'une façon que j'ai revue largement après l'investiture du début de semaine, la guerre des modèles. Euh, C'était pas simplement des hypothèses, nous en parlons parce que ça fait partie des schémas de transition, des schémas de transformation de nos économies. Mais là, on passe, semble-t-il, à une étape où l'Amérique déterre sa hache de guerre pour faire une allusion facile, et on a notamment versus l'Europe, mais versus la Chine, mais versus le reste du monde, quasiment une déclaration alors de guerre entre guillemets, mais de dire à travers America First, ben, ça sera comme ça, et si vous n'êtes pas content, ça sera tant pis pour vous. Voilà. Et nous avançons. Et ce message américain aujourd'hui, qui est une position géopolitique fondamentale, hein, alors, on la retrouve dans les déclarations des acteurs, et c'est troublant pour nous parce que c'est vrai que, je cite Zuckerberg en entrée en matière, parce que le manifesto de Meta, de Facebook, il y a quelques années, avait été perçu comme un exemple de volonté, de responsabilité, où il avait lancé une éthique sur les réseaux, etc., tournant à 180 degrés aujourd'hui, d'un cynisme invraisemblable. Donc, on a une situation qui est quand même, ce que moi j'aime bien l'expression de Hubert Védrine, on a changé d'Amérique. Bon, voilà. Et donc, on est dans un contexte, quand on sait l'interdépendance du business européen avec le business américain, dans la finance notamment, on voit bien comme le disait hier le président américain, il va falloir choisir son camp. Bah oui, il va falloir que les Européens les entreprises européennes choisissent leur camp. Alors, donc, ce qui est intéressant à noter, c'est que bah, il y a une victime dans cette affaire aujourd'hui, c'est notamment l'édifice ESG. Alors, il était déjà très mal en point aux États-Unis. Là, maintenant, on ne sait pas très très bien, puisque le ministre français de l'économie hier, mais les Européens ont décidé le moratoire. Alors,
on dit changement pour changer un peu heu, la forme et simplifier les choses et les rendre applicables, mais il est à craindre, et c'est un peu la déclaration de Pascal Canfin que je cite, il est à craindre que quand même, sur le fond, il y ait des remises en cause très, très fondamentales. Alors peut-être que le retour de McCartney au Canada fera bouger les choses, je le cite. Moi, bon, voilà, maintenant on a, un débat, sur, ce modèle qui, avait tenté depuis 20-30 ans de venir, comme on le disait, civiliser un peu la mondialisation. Ben, on a là une remise en cause qui est, pas simplement une problématique pour les démarches de régulation économique, mais pour la démocratie évidemment, totalement. J'en tire une conséquence pour vous, pour les professionnels, c'est que le métier ne sera pas le même dans ce contexte et il va falloir, batailler avec ces directions, avec ces entreprises et autres pour, lui redonner du sens et montrer à quoi on sert. Voilà. Donc ce sont quelques lignes de force, si vous voulez en entrer en matière, de cette, conjoncture, aujourd'hui. Alors, je cite quand même, au début quelques éléments qui sont intéressants. Hem, il y a eu beaucoup d'informations, d'études prospectives en début d'année, bien sûr. Je cite celle de S&P sur les tendances à 2050 en matière de risques, les inondations, les feux, et cetera. On voit que les tendances sont intraitables, donc que la réalité nous rappelle aux lois de la physique, que, on sait que les pays, alors ça ne sera pas le cas pour les États-Unis, donc les pays doivent redonner leurs engagements pour la COP de Belém, et cette COP de Belém à la fin de l'année, elle s'annonce de façon problématique, puisque est-ce que d'autres pays vont suivre la décision américaine? Ça, c'est vraiment une interrogation extrêmement importante. Voilà. Hem, alors donc, je voudrais, aussi dans ces introductions un petit peu, là, signaler aussi quand même, bon, cette réflexion-là que je vous livre, alors attendez, avant celle, je remets, voilà, sur, ce qui a été fait par, Morningstar sur, la situation de la finance durable, qu'on appelle ESG Funds, et là, on voit très, très clairement que les analystes s'entendent sur le fait que bon, ça y est, ça va plafonner, voire se réduire, hem et qu'aux États-Unis, un peu la messe est dite aujourd'hui là-dessus. Donc, ça ne pourra pas ne pas avoir de conséquences évidemment, sur, notre finance durable, sachant que l'Europe avait misé sur la pression de la finance durable pour pouvoir faire bouger les choses. Alors, on ne peut pas ne pas citer en janvier à chaque fois l'étude Global Risk du World Economic Forum, puisqu'elle donne un peu la tendance des préoccupations majeures de la communauté économique mondiale sur les risques à venir, et on voit les évolutions d'une année à l'autre. Alors, il y a une sorte de sous-estimation un peu des risques qui est notée. La communauté économique est encore un peu pas trop préoccupée des tendances de la croissance, mais en revanche, on voit que le risque, alors ça c'est vraiment intéressant, le risque qui déjà l'année dernière apparaissait sur la désinformation, et ses conséquences apparaît très très fortement, en plus des risques sur l'environnement qui sont là et qui sont préoccupants, mais aussi societal polarization, donc la façon dont les sociétés se divisent, dont les sociétés un peu se fragmentent, et quelque chose qui est préoccupant, sans oublier bien sûr les effets connus, alors avec la montée des risques cyber et de pollution, etc. Donc, ce rôle important, cette préoccupation importante de la désinformation, il faut le noter, puisqu'elle appelle évidemment des conséquences directes pour d'autres. Il y a les émetteurs d'informations sont aussi les entreprises, et donc qu'est-ce qu'elles font pour remettre de l'ordre là-dedans? Alors, en point 1 de cette analyse, je vais aller assez vite. Euh, il est clair qu'une des premières conséquences, elle est pour nous, Européens, une difficulté de positionnement euh, face à une radicalisation à laquelle on n'a pas, dans laquelle on n'a pas très envie d'entrer, même si on y est forcé politiquement aujourd'hui. Et on voit une attente très nette. Et dans une conférence qu'elle a faite récemment, Teresa Ribera, qui a pris la succession de aujourd'hui sur le Green Deal, encore manque de clarté sur son projet. On voit bien que les hésitations l'emportent. Alors,
Hem, je dirais que 1re remarque sur cette, positionnement difficile de l'Europe, face à la aux positions américaines, bon, on a laissé de côté un peu, la rationalité du côté de l'inaction qui avait été quand même un moteur important, les études Stern, McCartney et autres, là-dessus, bon, alors du coup, ben, la Fed a quitté, le regroupement des banques centrales qui s'occupait des risques climatiques, alors sur l'alliance qui avait été formée à Glasgow, qui était très importante, qui était vraiment intéressante, la ZBA, là-dessus, alors ça y est, tout le monde a déserté. Les Européens sont encore un peu dedans. On ne sait pas très bien comment ils vont s'en sortir tout seuls là-dessus, mais c'est évidemment un retour en arrière très, très significatif et très préoccupant. Du côté des asset managers, la messe avait été dite, ça y est, même si on voit des déclarations de BlackRock qui essaient de concilier un peu les choses. Pour autant, ça y est, bon, je citais tout à l'heure Amundi aussi qui dit bah, il va falloir tenir compte des sujets géopolitiques, c'est un sous-entendu. Bon, bah, on va infléchir nos positions. Bon, alors, dans ces éléments de constat, euh, on voit aujourd'hui des efforts d'investissement très importants sur le captage, le CO2. Bon, il y a beaucoup d'interrogations sur ceci. Et évidemment, on l'a déjà abordé, la question de l'assurance des dommages avec en Californie. Conséquences des incendies. Et là, les assureurs qui se retirent, il n'y a pas de réponse pour l'instant à cette situation très, très préoccupante, effectivement. Bon, voilà. Euh, donc, je signale au passage aussi le fait que pour la zone méditerranéenne qui nous concerne directement, le plan bleu qui a été fait sous l'égide des Nations Unies, dirigé par Guillaume Sainteny, a alerté sur des risques croissants et là aussi qu'on a tendance à sous-estimer. Je pense qu'on rêve plutôt des plages de Méditerranée, mais pas des risques aujourd'hui qu'encourt toute la biodiversité de cette marée nostrum. Alors, maintenant, l'Union européenne s'organise-t-elle par rapport à ça? Ce qui a beaucoup, je pense, pesé dans la remise en cause de la directive vigilance, donc CS3D, c'est les propos de l'émir du Qatar qu'on fait vraiment, ont eu un grand écho à Bruxelles en disant mais vous vous fichez de moi, moi je ne vais pas rapporter, c'était le ministre de l'Industrie, mais en même temps président de la société qui diffuse son gaz et autres, je ne vais pas rapporter sur mes impacts mondiaux en matière de droits humains, etc., etc. Je préfère ne pas vous vendre du gaz que de me lancer là-dedans. Et ceci a été très entendu à Bruxelles. Donc, aujourd'hui, la réglementation est différée et va s'ouvrir un temps de discussion. Déjà, on sait que enfin, le Parlement européen essaie de prouver la parade, mais on sait que l'ensemble des professionnels et des organisations, en France, la FEP en premier et autres, font un tir de barrage pour peut-être plutôt faire disparaître à la fois les sanctions et à la fois le principe de cette réglementation, pour laquelle, du reste, quand même, à noter que Nestlé, Unilever et Ferrero ont dit mais nous, Européens, on est en avance sur la protection des droits humains, donc ça nous dérange pas, vous devriez la maintenir. Donc c'est bon, voilà, c'est pas si univoque. Alors le texte omnibus qui va resimplifier toute la réglementation CSRD, donc sur le reporting, il est parti, il est en cours, il est annoncé au fin février. Bon, on en connaît un peu les tendances, les professionnels ont fait des propositions. Bon, on devrait, là, il n'y a pas trop à s'inquiéter, on devrait avoir une mise en cohérence des seuils, des agendas et autres. Tant mieux, parce que ça manquait effectivement et le travail était très brouillon jusqu'ici. Et comme les Américains, à travers un texte très soft de l'ISSB, font à peu près la même chose, certes de façon beaucoup moins impliquante en termes de reporting, je pense que là, on va alléger l'obligation, mais on va maintenir le cap. Voilà. Alors, ce qui est quand même un signal, c'est que ben, la Commission européenne dans cette affaire, pour l'avoir vécu ce chantier, elle a très mal travaillé, très très mal travaillé. La concertation est bouillonne, les acteurs compétents ne sont pas dans la boucle, etc., etc.
Du reste, j'apprécie, je suis content que le Collège des directeurs de développement durable ait envoyé un courrier à Bruxelles, disant: «Si, si, maintenez bien». Mais enfin, bon, n'empêche qu'en amont, il y avait personne pour travailler vraiment sur les choses et alors on se réveille au dernier moment. Voilà, ça c'est, bon. Alors, c'est un peu comme, la Confédération européenne des syndicats qui a tiré un sonnet d'alarme en disant: «Attention, il ne faut pas lâcher sur tout ça». Il y a oui, mais enfin, on s'aperçoit que les acteurs, aujourd'hui qui se plaignent, ont été très faibles dans le processus d'élaboration. Bon, heu, est-ce que, point 2, après cette, réflexion sur l'Europe, est-ce qu'on va vers, des modifications dans les façons de faire et est-ce qu'on sent des choses, vraiment des réactions se structurer? Je dirais que là, on est toujours un peu en ordre dispersé et chacun y va, chaque organisation y va un peu de ses missions en faisant, ici et là un peu du pointillisme durable. Bon, la vision d'ensemble étant remise en cause. Alors, à noter quand même quelques éléments. La remarquable enquête, je ne dis pas ça pour faire plaisir à Antoine, parce que, euh, mais Le Monde a fait, sur la question des PFAS, des polluants éternels, fait un travail tout à fait éclairant, intéressant. Et on voit aussi, il y a l'état des lieux c'est important, on a refondu, comme vous le savez, le label ISR. En fait, on a perdu au passage, avec un accroissement des exigences qui sortaient Total et d'autres, 30% un peu des fonds. Bon, c'est un nettoyage qui n'est pas dramatique, qui est de bienvenu évidemment, et qui est intéressant à noter. Alors, quelques initiatives aussi. La Cour des comptes va se lancer dans un rapport sur la transition écologique. Est-ce que dans l'état budgétaire qui est le nôtre, on la prend en compte correctement, on attend ce rapport. Le SGPE, alors, est en stand-by, hein, le secrétariat général à la planification, qui est vraiment un acteur majeur aujourd'hui dans la transition en France, mais ne dit il y a guère que l'énergie qui travaille, les autres secteurs n'ont pas répondu à nos demandes et autres. C'est quand même un message qui est préoccupant. Et ici, sur l'application de l'accord sur le partage de la valeur, avec la loi qui a suivi derrière, bon, 20% des entreprises, des PME, donc TPE, qu'on a incité à aller dans le partage de la valeur, se sont avancées. Bon, dans ce domaine, pourquoi pas en année 1, c'est pas un mauvais score forcément, donc c'est quand même intéressant. Alors, je voudrais là-dessus quand même ajouter à ça une réflexion qui nous emmène vers la thématique du livre de Dominique Méda sur la société désirable. Quid de l'opinion, quid de la société? Est-ce que derrière ces acteurs hésitants ou récalcitrants aujourd'hui, on a une montée en puissance de la société civile? Ce qui est intéressant, c'est de voir que ce côté PME, donc des toutes petites boîtes, on a 16% qui annoncent qu'ils ont fait leur diagnostic d'impact climat. Bon, c'est pas beaucoup, en plus, elles n'en tirent pas forcément des leçons. Le sondage Obscop qui fait réfléchir montre quand même que on a une remontée un peu des opinions contre versus pour et une sorte de ce qu'on appelle un climato-relativisme. Bof, on verra plus tard, etc., qui est en train de gagner, alors que il y a dans le domaine des startups et de l'innovation énormément d'acteurs qui essaient de travailler pour la transition. Voilà. Alors, je cite quand même aussi le travail qui a été fait, le VVF essaie, Dominique, de contribuer à réécrire un récit. Alexandra Palt, qui a pris la présidence, aujourd'hui, veut essayer de travailler sur l'imaginaire. Elle a raison. C'est important. Bon, c'est un peu dans un cycle compliqué, mais important de le faire. Et il y a aujourd'hui, à travers une initiative, le Cercle des pionniers de la RSE, des professionnels qui disent: oh là là, le métier va-t-il pouvoir durer? Va-t-il conserver une position reconnue, intéressante? Il faut qu'on se batte. Donc, il y a un travail qui est en train de se faire là-dessus. Je ne développe pas les différentes études que vous recevrez dans le document, qui sont à prendre en compte et qui sont toutes extrêmement intéressantes pour nourrir vos réflexions. Simplement, je note que du côté des amis d'Harvard qui sont
le think tank le plus pointu aujourd'hui sur ces sujets, il considère quand même que, l'IRA a poussé les entreprises américaines à innover en matière de transition, heu et d'économie, d'énergie et autres, et que la situation n'est pas aussi, n'est pas aussi dramatique qu'on peut le dire. Quand même, du côté des du côté des banques centrales, je disais la Fed a quitté l'organisation, bon, là-dessus, qui sont en charge de la stabilité financière, et sur ce terrain-là, ils rappellent que les plans de transition, pour les entreprises sont nécessaires. Donc ce sont des messages importants. Voilà. Alors, avant de passer la parole à nos experts, pour signaler un peu quelques ouvrages donc, que j'ai notés dans la période actuelle, qu'on essaie toujours de vous, indiquer un peu ce qui nous semble, contribuer à aller au fond des réflexions. En plus du livre de Dominique sur cette, problématique, de là d'où nous venons, où nous allons en termes de pensée économique. Ce travail qui a été fait par d'une équipe sur le lien avec la démocratie, qui est le sujet évidemment fondamental derrière tout ça. Mathieu Glachant, que j'aime bien, qui est un professeur à l'École des mines, lui tire la sonnette sur le déficit d'adaptation, d'investissement à l'adaptation, et c'est vrai que c'est étonnamment quand même un peu l'angle mort aujourd'hui des stratégies, des discours, des c'est, qu'attendons-nous pour, vraiment accélérer en matière d'investissement? Et puis, le travail d'Olivier Galland et Lemel sur les inégalités, qui est un panorama intéressant aussi à noter. Alors, voilà un petit peu, quelques éléments que je vous soumets. Bon, dans une situation dont la lecture ne vous échappe pas, quant à sa gravité et à ses conséquences, et aux effets qu'elle aura forcément sur, chacun, qu'il soit citoyen ou professionnel ou autre, pour, être capable de se dire où sont les valeurs, où sont les intérêts, qu'est-ce qu'on doit faire dans ce monde, au regard des positions américaines qui sont, pour nous préoccupantes, heu, voire inacceptables sur pas mal de points. Donc je voudrais laisser commenter, maintenant par nos experts, ce contexte, et en les remerciant à nouveau, je vais passer d'abord à Dominique Méda la parole, en rappelant, donc Dominique, vous êtes professeur à Dauphine, sur la sociologie, mais que vous êtes aussi et une philosophe, remarquable par beaucoup de textes et que vous avez publié, et une économiste, reconnue, avec, une spécialité sur les questions du travail. Et donc, grâce à cette, vision très très plurielle, de tout ce qui se passe dans la société, là, vous nous invitez dans ce livre à reprendre un peu la réflexion économique à la base, à revisiter un peu les considérants fondamentaux, et à tenter d'aller vers, ce qui est quand même l'horizon que nous, Européens, nous souhaitons promouvoir. C'est quand même une société qui, soit, vivable, et donc, souhaitable, et donc, à faire désirer. Voilà. Dominique, je vous laisse, ouvrir, et sur ce livre et sur ce commentaire de l'actualité, un peu la réflexion, avant que vers 11h45, Antoine Reverchon ne prolonge votre, commentaire. Merci. Merci beaucoup, merci Patrick pour, l'invitation, et je suis très heureuse de retrouver, Antoine qui a été mon protecteur, et mon correspondant au monde pendant des années, hein, puisque Vous n'en j'ai aviez pas besoin. une chronique dans le Monde. Oui. Alors, Patrick, je suis vraiment d'accord avec énormément des choses que vous avez dites, hein, et qui me semblent à la fois suffisamment couvrantes et très précises. Alors au centre, j'ai intitulé ainsi mon livre, «Une société désirable», parce qu'il me semble qu'aujourd'hui, il est en effet temps de montrer, que, la ce que j'appelle moi la reconversion écologique, apportera des bienfaits, des améliorations, à nos concitoyens.
Mon point de départ consiste à dire que la crise écologique, elle est beaucoup plus grave que ce que l'on pense. Alors en effet, il y a une remontée, vous l'avez dit, du climato-scepticisme. Alors certains parlent de climato-réalisme, hein. J'ai eu des entretiens avec des gens qui parlent de climato-réalisme, qui est quand même un petit peu effrayant. Et donc je pense que cette crise, elle est beaucoup plus grave que ce qu'on croit et j'en veux pour preuve un rapport, j'en avais parlé dans une de mes dernières chroniques dans Le Monde, un rapport des actuaires, la Fédération des actuaires britanniques et de Tim Lenton, un climatologue, hein, sorti en 2023, dont la lecture est franchement très effrayante parce que voilà un climatologue, Tim Lenton, qui regarde l'ensemble des modèles économiques dont on dispose aujourd'hui, des modèles économiques qui nous parlent du climat et il nous dit: «Ces modèles sont à mettre à la poubelle». Les hypothèses, qui figurent dans ces modèles sont totalement hors sol et la situation est donc beaucoup, beaucoup plus grave, que ce que l'on, pourrait, penser et évidemment ça nous rappelle tous ces moments très, très importants. Souvenez-vous de la sortie du rapport Meadows en 1972 avec un personnage très important, justement le vice-président de la Commission européenne, Siko Ouais. Mansholt, qui reconnaît l'extrême importance de ce rapport, hein. Le rapport nous disant qu'en gros, les sociétés vont s'effondrer avant, la fin du 21e siècle si on continue, ainsi et donc Siko Mansholt écrit une courte lettre, au président de la Commission européenne, donc son président, en lui proposant, d'organiser la bifurcation écologique de l'Union européenne. À l'époque, on n'est que 6, hein, mais il dit, voilà: «Seule l'Europe peut organiser cette bifurcation et il faut qu'on y aille» et il écrit un court programme, une dizaine de pages où, à mon avis, tout figure. C'est-à-dire ce programme, on pourrait aujourd'hui le mettre en œuvre. Et ce qui m'intéresse, c'est une double réaction, hein. C'est d'une part que, Siko Mansholt est moqué par tous les politiques et pour commencer, par le secrétaire, du Parti communiste français, Georges Marchais, qui, utilise cette lettre de Mansholt pour dire: «Regardez, l'Union européenne, en fait, elle ne veut pas la prospérité parce que Mansholt parle de croissance zéro et même de croissance négative et donc Marchais dit, «Il faut surtout pas aller dans cette direction» et lors du référendum de 72, il dit: «Votez contre l'entrée de 4 nouveaux, pays dans l'Union européenne, parce que ce que l'Europe nous prépare, c'est, un appauvrissement, généralisé» et le deuxième point sur lequel je voudrais insister, c'est, sur la réaction des économistes à la lecture du rapport, Meadows en 1972 et notamment le fameux William Nordhaus, celui qui aura Ouais, le prix Nobel, dit Nobel en 2018, ouais. hem, qui nous dit: «Ce rapport des Meadows, il est acheté à la poubelle parce qu'il a pas mis en place, il a pas pris en considération les prix» et nous dit Nordhaus: «Tout ira bien, rassurez-vous, tout ira bien» et finalement, il nous dira que le degré de réchauffement optimal, c'est, 3 degrés, hein, qu'on peut tranquillement aller jusqu'à 3 degrés de réchauffement, parce que c'est, à 3 degrés que, en gros, le coût en point de PIB sera le moins élevé. Et donc, bah, Nordhaus va réussir à ce qu'on oublie complètement le rapport Meadows et donc moi, c'est vrai que j'ai une petite dent contre une partie des économistes, qui finalement, nous ont pas aidés, hein. Alors il y a eu, vous l'avez cité tout à l'heure, Patrick, le rapport Stern en 2006. Rapport Stern, qui nous rappelle que, les destructions, auxquelles nous risquons d'avoir à faire face avec, le changement climatique nous coûterait de 15 à 20 du PIB mondial, alors que si c'est le coût de l'inaction, hein, alors que si on faisait des choses, ça nous coûterait 1 à 2 de produit intérieur brut. Et là, tous les économistes lui tombent dessus, et lui disent que c'est n'importe quoi, qu'il a rien compris, et cetera. Et quand même Stern lui-même, il partage avec un grand nombre d'économistes, une hypothèse qui me semble complètement folle. Ils pensent tous que de toute façon, les générations futures seront plus riches que nous et donc que nous, il ne faut pas qu'on fasse trop de sacrifices, il ne faut pas qu'on se serre trop la ceinture, parce que finalement les générations, futures, comme elles seront plus riches et ben, elles pourront, mettre la main à la poche. Donc voilà, il me semble que là, on est dans
comment dirais-je? Un déni qui est complètement extraordinaire, que le réveil va être très, très, très douloureux, hein, et on le voit avec toutes les crises là, les 1res, petites crises qui sont en train de se produire, mais évidemment on a à mon avis, on n'a rien vu, hein. Et ce qui est tout à fait sidérant et vous l'avez, souligné, c'est que plus il y a de crises climatiques et de manifestations de ce dysfonctionnement, et bien plus, le climato-scepticisme monte et plus l'extrême droite s'empare de cela pour rejeter la responsabilité sur d'autres, en donc Trump rejette la responsabilité sur les démocrates. À Valence, où quand même, hein, il y a 40 du PIB, enfin le gouvernement, régional réclame, 40 du PIB régional pour l'aider à reconstruire, ce qui est énorme. Mais là, on rejette la responsabilité sur le gouvernement socialiste. Enfin bref. J'en parlais l'autre jour avec, une personne, qui me semble assez haut placée, dans l'administration de l'Union européenne, qui s'occupe justement des questions, climatique et de la recherche, qui me disait que l'OCDE était en train de se rendre compte de tout ça, était en train de dire elle aussi que les dommages climatiques étaient radicalement sous-estimés et on a terminé notre conversation, il m'a dit: «Les économistes devront rendre des comptes». Et voilà, cette affaire de rendre des comptes, elle me semble très, très importante. Alors qu'est-ce que j'essaye de raconter dans mon livre? Qu'il faut mettre cette question de la reconversion écologique au centre de nos politiques, qu'il faut montrer, combien cette transition pourrait améliorer les conditions de vie d'un certain nombre de nos, concitoyens, peut-être de la majorité, peut-être pas de ceux des plus aisés qui devront faire plus d'efforts que les autres, mais de l'ensemble de la société. Pourquoi? Bah, parce qu'on aura, une meilleure santé, et sans doute aussi, c'est un de mes arguments, hein, si on la fait bien cette transition écologique, ça devrait permettre de créer des emplois. Alors, pas nécessairement de bons emplois, c'est ça, je trouve qu'il y a de tout nouveau dans les travaux qui sont faits actuellement. C'est que ce que l'on voit, c'est que les emplois divers ou les emplois verdissants, ils pourraient être moins, comment dirais-je, avec des conditions d'emploi moins intéressantes, moins agréables qu'un certain nombre d'emplois aujourd'hui. Ça, c'est très, très embêtant. Et donc, ça veut dire qu'on a un double défi. Il faut à la fois qu'on réussisse à créer ces emplois et à les rendre attractifs. Je rappelle que le SGPE, le secrétariat général à la planification écologique, nous dit que normalement, on devrait créer 2 800 000 emplois à l'horizon 2030 et que 90 de ces emplois sont des emplois d'ouvriers et de techniciens. Et j'ai envie de dire que c'est une chance extraordinaire parce que ça veut dire qu'il va y avoir du travail pour toutes ces personnes dont on dit en général que, ah, bah, elles sont pas assez qualifiées, donc elles vont pas avoir de boulot. Et donc, mon raisonnement consiste à dire que si nous réussissons à mettre cette transition écologique et cette reconversion écologique au cœur de nos politiques et en plus à nous dire que ce sont les classes populaires qu'il faut mettre au cœur de notre projet, alors peut-être qu'on arriverait en une vingtaine d'années, hein, je pense qu'il faut qu'on se fasse un plan avec des balises, avec une trajectoire de réduction de nos émissions de gaz à effet de serre et que tout ça se fasse d'une certaine manière, de façon très équitable socialement, eh bien, ça pourrait être un projet enthousiasmant. Je pense que ça pourrait être un projet susceptible d'entraîner les classes populaires avec nous. Parce qu'aujourd'hui, franchement, ce qu'on nous propose, et vous l'avez dit, Patrick, dans un de nos derniers slides, ce qu'on nous propose, c'est pas très drôle, quoi, hein. On nous propose de se serrer la ceinture, hem, Oui. on nous propose rien de positif, quoi. Alors que là, il me semble que l'on doit proposer un projet ambitieux, positif aux classes populaires, leur montrer que leurs conditions de vie, s'amélioreront et qu'on va peut-être, grâce à cette transition écologique, régler la question de la crise de l'emploi et régler la question, de la crise du travail. Parce que, j'en ai pas parlé, mais j'en parle longuement dans le livre, on connaît en France une très grave crise du travail avec, des gens qui considèrent que une forte partie des gens, hein, plus d'un tiers de la population qui considèrent que leurs conditions de travail sont insoutenables et donc si on était suffisamment intelligent pour profiter de cette, transition écologique, pour à la fois créer des emplois et changer le travail, alors peut-être qu'on serait les rois, non pas du pétrole, mais les rois, de cette transition. Alors, il y a un certain nombre de conditions à respecter pour faire ça. Il faut qu'on ait un investissement massif,
financiers, Pisani-Ferry l'a bien montré et Mahfouz dans la transition écologique, ce qui est très difficile aujourd'hui. Et je passe un long temps dans le livre à dire que il me semble que le cadre sine qua non dans lequel doit s'opérer cette transition écologique, c'est bien sûr l'Europe. C'est l'Union européenne. Il me semble que cette Union européenne, c'est notre bien le plus précieux aujourd'hui. Et donc, il faut approfondir non seulement notre appartenance à l'Union européenne, mais qu'il faut approfondir et renforcer les liens entre les États membres. Et donc, moi, je suis vraiment pour opérer. On en avait déjà parlé, Patrick, dans une fameuse réunion à Conques, hein, où on avait réfléchi sur l'avenir de l'Europe. Je pense qu'il faut faire un saut politique. Je pense qu'il faut oui, il y a eu un tournant social de l'Union européenne, hein, avec le commissaire Nicolas Schmit notamment, et avec toutes ces directives qui ont été passées, à la fois un travailleur de plateforme, mais aussi toutes les directives sur devoir de vigilance, CSRD, etc., qui sont en effet remises en cause aujourd'hui. Et moi, je pense qu'on doit se saisir des menaces toujours plus fortes aujourd'hui, menaces climatiques bien sûr, mais menaces géopolitiques avec Chine, Russie, États-Unis, pour affirmer que nous sommes alors je ne peux pas dire un peuple, même si j'ai beaucoup aimé le livre. Je vous recommande la lecture du livre de Céline Spector, une philosophe Oui. qui écrit Nos démos, et qui nous dit que bien sûr qu'on peut former un peuple européen. Donc moi je pense vraiment qu'on doit mettre l'Europe au centre. On a des tas de projets à construire ensemble avec l'Europe, hein. Je pense qu'il faut bien sûr, alors là je suis un peu euh, Oui, je suis un peu optimiste. l'école Piketty, c'est-à-dire il nous faut maintenant un budget européen très élevé. Il faut qu'on ait des grands projets, des infrastructures. Il faut qu'on ait des câbles qui nous permettent de faire circuler l'électricité dans toute l'Europe. Il faut qu'on construise de nouvelles infrastructures, qu'on ait des trains à grande vitesse qui parcourent toute l'Europe. Bref, on a des tas de choses à faire ensemble. Et donc, il nous faut certainement un endettement commun et une Europe politique. Mais est-ce que Dominique, il n'y a pas un poison que vient d'instiller l'administration américaine? C'est la baisse du prix du pétrole en renforçant l'offre. Et ça a des conséquences mondiales. Et ça nous met, nous, Européens, en situation extrêmement difficile, car la transition avec un prix du pétrole qui baisse, c'est un ralentissement considérable pour le reste. Je suis d'accord, mais en même temps, alors donc Trump lutte contre les éoliennes, mais d'après ce que j'ai vu, il y a un certain nombre de pays en Europe qui ont maintenant beaucoup d'énergie renouvelable, et donc moi je pense qu'il faut aller dans cette direction, toujours plus d'énergie renouvelable, et aussi, bah, alors j'ai pas de position, j'ai pas de religion par rapport au nucléaire, mais utilisons le nucléaire aussi, au moins de façon transitoire, pour lutter contre ce prix bas du pétrole. Et, Ouais. euh, euh, et essayons de marquer en effet notre spécificité et affirmer notre existence européenne. Voilà. Mais Et puis, oui, bon. oui. Mais je prolonge la question, Dominique, je prolonge la question sur le protectionnisme européen, parce que comment voyez-vous la capacité de réaction des grandes entreprises européennes qui, du coup, sont tentées d'aller sauver les meubles en investissant aux États-Unis, en faisant des partenariats avec les Américains, etc. Et du coup, bah, de laisser tomber un petit peu des coûts de production et ce défi de compétitivité européenne dont on ne voit pas très très bien par quoi il va passer en réalité. Dépenser plus, innover plus, oui, ok, mais ça ne fait pas baisser forcément les coûts de production. Donc, comment vous voyez cette équation-là, qui concerne nos professionnels là, qui sont avec nous aujourd'hui dans leurs entreprises, où on va leur dire, écoutez, revenez dans 10 ans, quoi. Hein. Il me semble que l'Europe doit faire un certain nombre de sauts et de révolutions, hein. Il nous faut absolument des politiques industrielles européennes, et il faut des aides européennes concentrées sur les entreprises, j'ai envie de dire vertueuses, c'est-à-dire Oui. qui ont un comportement social et environnemental vertueux. Je veux dire, il y a plein d'aides qui sont données aux entreprises. Il faut absolument qu'on les concentre. Ça en fera plus pour les bons élèves, qu'on les concentre
les bonnes entreprises. Et puis, je voudrais citer un rapport qui m'a beaucoup intéressée, j'en ai fait aussi une chronique pour Le Monde, un rapport du GERPISA, Institut de recherche sur l'automobile, que j'ai vraiment trouvé absolument passionnant. Parce que qu'est-ce que dit cet institut de recherche? Ce sont des spécialistes de l'automobile. Ils disent, jusqu'à maintenant, on a fait des gros SUV permettant aux constructeurs de faire des grosses marges et ce sont des véhicules qui valent en moyenne 65 000 euros, etc. Du coup, on se fait tailler des croupières par les Chinois qui arrivent à produire de petits véhicules électriques et qui inondent notre tout à marché. fait. Mais, dit cet institut de recherche, on est tout à fait capable, on pourrait tout à fait produire un petit véhicule Mmh, électrique mmh, accessible en Europe et il le démontre et ça, c'est super important et il y a toute une autre série de propositions, hein. Ils proposent de faire un score, un label, c'est-à-dire on met sur les voitures qui ont été produites de cette manière un label et on concentre les aides, à la fois à l'achat et sur les entreprises, sur ce type de véhicule. Donc on peut le faire. Alors ce qui m'a intéressée aussi, c'est qu'ils critiquent quand même un peu, la manière dont, l'Union euro la Commission a géré ces questions et ça revient aux petites critiques que vous faisiez tout à l'heure. Ils disent qu'il y a eu non seulement une inflation réglementaire, mais que ces règlements, ils ont conduit les constructeurs à cause de tous les éléments de sécurité passive et de sécurité active à grossir. Ils les ont presque obligés à grossir les véhicules et donc à aller contre les aspects oui, environnementaux. Mais voilà, donc si la commission voulait bien être un petit peu plus, attentive pragmatique. Mmh. et on pourrait faire ça et ça, je trouve que c'est un super projet aussi, construire un petit véhicule léger et accessible pour les classes populaires. C'est très important parce qu'aujourd'hui, les classes populaires sont révoltées contre l'interdiction, des véhicules de la vente des véhicules thermiques neufs en 2035. Oui. Alors, beaucoup de questions vont certainement remonter tout à l'heure, vers vous. Je voudrais demander à Antoine Roverchon de venir compléter un peu votre, analyse, Dominique, heu, du point de vue qui est le sien, c'est-à-dire vraiment de l'observateur, du paysage, des acteurs notamment, dans toute sa diversité aujourd'hui et comment, il sent un peu ce contexte de renversement de situation et les rapports un peu se faire et puis peut-être, aussi, il y a des choses intéressantes qui ont été faites. Il y a des choses qui sont très critiquables de la part, des uns et des autres, notamment la tendance au greenwashing, je pense, qui a quand même affaibli considérablement les démarches, de responsabilité. On a mis trop de communication, on a injecté trop de communication dans ces démarches. Est-ce que, donc je m'adresse aux journalistes, Antoine, comment vous pourriez caractériser un peu les tendances passées et aujourd'hui, heu et en toute, avec la liberté qui vous caractérise, nous dire, vraiment comment vous jugez cette situation? Bien. Est-ce que tout le monde On vous m'entend? entend, Oui, c'est on bien vous entend. et on me voit? Oui, Oui. on vous voit. Alors, après comment dirais-je? Après le message d'espoir, parce que Dominique, je la connais, elle veut toujours porter un message d'espoir volontariste et je la comprends, surtout dans cette situation actuelle. Moi, je vais être un peu le méchant, quoi. Voilà, je vais être un peu Le bad cop, vous êtes le le bad cop. voilà, la douche froide. Parce que, voilà, ce qu'on observe, actuellement, c'est effectivement, un backlash, assez général sur les sujets de la RSE, mais des sujets environnementaux en général et c'est une question Oui, politique, hein. Ce qui se passe, c'est un phénomène politique, et bon, qu'on connaît bien, bon, Trump aux États-Unis, mais aussi la montée des droites en Europe et puis, il y a un basculement de l'opinion, qui a beaucoup de mal à se convaincre que la transition, que nous appelons tous de nos vœux et que voilà, que là-dessus, je pense que l'unanimité est assez forte dans les milieux que nous fréquentons, que nous connaissons, que nous représentons, que nous médiatisons, que cette transition ne sera pas juste. Voilà, et ce qui est pas tout à fait faux, malheureusement. Et c'est ce que, Dominique a bien insisté plusieurs fois sur l'aspect, comment l'égalitaire. rallier les classes populaires à l'idée que la transition est positive pour eux, voilà, pour elles, voilà et ça, c'est justement exactement l'inverse qui est en train de se produire, et que comme nous sommes dans des pays, démocratiques où l'élection prime, dans la vie politique,
eh bien, il est fort à parier que le phénomène qu'on a vu aux États-Unis se prolonge chez nous. Voilà, ça a déjà bien démarré d'ailleurs, et je ne pense pas qu'on soit sur le versant descendant de cette tendance, on est plutôt encore sur le versant montant. Et du coup, c'est un phénomène politique et il y a une certaine propension des acteurs, des entreprises et des acteurs économiques, mais aussi des acteurs de la RSE à se dire oui, mais tout ça, c'est l'agitation politicienne. Et nous, la réalité, c'est qu'on investit dans la transition, c'est qu'il y a des acteurs, des entrepreneurs qui font la transition, qu'il y a des initiatives locales, et que tout ça, voilà, va continuer parce que on est simplement dans le spectacle de la politique et non pas dans quelque chose qui puisse influer la réalité. Et j'ai un peu peur que ça ne soit pas le cas. Parce que l'image que j'utilise souvent, c'est que le politique, c'est comme du vent dans les voiles des acteurs. Et que quand le vent va dans une direction, les acteurs ont tendance à aller dans une direction. Quand le vent tourne, eh bien, ils vont dans une autre direction. Et surtout, on ne perçoit pas comme médias, et donc dans l'opinion, et dans les médias, et dans les décideurs politiques qui sont attentifs à ce que les médias racontent, les médias globalement, hein, y compris les réseaux sociaux, etc., etc., euh, que ce n'est pas le discours de la RSE qui est maintenant dominant, alors qu'il a été, effectivement, le développement durable, RSE, etc., l'a été fort longtemps, et que tous les acteurs qui avaient intérêt à porter ce sujet, acteurs dont vous êtes, je crois tous à peu près, les consultants, les directeurs de développement durable, les ONG, les fonds verts, beaucoup de juristes aussi qui avaient commencé à beaucoup travailler, les entrepreneurs, les investisseurs de la transition, c'est eux qui trouvaient les relais dans les médias, qui trouvaient les relais d'écoute auprès des politiques et des décideurs politiques. Et voilà, et c'est ça qui est en train de basculer, c'est que maintenant, ce sont les autres. C'est les autres acteurs, ceux qui n'ont pas intérêt à la RSE, qui captent la lumière et qui ont le porte-voix dans les médias, dans les réseaux d'abord, bien sûr, mais aussi, malheureusement, cette parole qui avait été longtemps portée, elle est très fragile. Enfin, moi, je suis bagarré, y compris hein, en tant que journaliste responsable des pages idées, économie, tribune, etc., pour que ces sujets soient portés. Le Oui, journal, le Monde, institutionnellement, l'a porté en créant cette rubrique Planète à un moment donné. Et je peux vous dire que oui, ça n'a pas été sans mal. C'est-à-dire que sur le moment, il y a quand même 15 ans, c'était pas du tout évident. Et il y a eu une forte résistance. Et là, il y a un backlash. C'est-à-dire que ceux qui avaient à l'époque été contre, ou sceptiques, ou indifférents, sont en train de reprendre le contrôle idéologique. C'est-à-dire c'est leur discours, c'est leurs attitudes, c'est leurs convictions éventuelles, quand ils en ont, qui sont de nouveau, qui captent la lumière. Voilà, et donc c'est le technosolutionnisme, je ne parle pas de la rédaction du Monde, hein, je parle globalement dans le paysage, mais il y a aussi un effet de cet ordre-là à l'intérieur d'une rédaction comme celle du Monde, où ces sujets-là, les sujets planètes, etc., maintenant, dans la réaction est un peu plus, oh, bon, encore, oh, ils nous embêtent, voilà, c'est un peu autour de ça, comme ça que ça se passe, et puis ça se passe dans toutes les sphères, c'est-à-dire que le technosolutionnisme, l'investissement de court terme, et chez les économistes, de nouveau, effectivement, comme le disait Dominique, il y a quand même un retour du discours qui était celui, effectivement, qui avait accueilli à l'époque le rapport Minot. Voilà, enfin, il y a un espèce on est dans une situation de voilà. réaction, de réaction. Voilà. Et puis ça a un impact réel parce qu'il y a un peu tendance aussi, je vous dis, à croire que tout ça, c'est dans les médias, dans l'opinion, chez les politiciens et que ça n'a pas d'impact. Si, ça a un impact. Et on le voit bien, tu l'as dit, pratique, vous l'avez dit tout à l'heure, à propos du recul des investissements verts, des décisions concernant les directives, effectivement, européennes, avec suspension, renégociation. Voilà, l'ambiance politique n'est pas du tout favorable et ça a des conséquences très directes et réelles. Et maintenant, ce qu'on voit mis en avant, ce sont les discours qui sont de retour, c'est les discours pro-marché, les discours du réalisme, le discours de la compétitivité, le discours du déficit budgétaire, et que tout ça va contre ce qu'on avait pu développer jusqu'ici.
Voilà, donc il y a un vrai backlash et c'est un phénomène politique, donc c'est un phénomène réversible. Il y aura encore d'autres élections, mais avant que la tendance revienne dans l'autre sens, je pense que ça va être assez long et qu'on n'a pas fini d'en voir. Voilà, ça c'est le paysage politique global. Mais je pense que derrière ça, il y a quelque chose de plus fondamental, en fait, qui atteint les acteurs économiques, c'est qu'il y a une véritable infection dans la notion de risque. Parce que jusqu'ici, c'est pas justement par l'argument du risque et Dominique l'a bien dit, c'est encore plus grave que ce qu'on croit et voilà, que les acteurs de la RSE avaient réussi, il y a quelques années, je sais pas le dater, hein, c'est vous les spécialistes plutôt, à amener les directions d'entreprise, mais aussi les autorités politiques et les médias à inclure la notion de développement durable, de RSE, dans les agendas. Parce que l'idée, c'était qu'il fallait prévenir le risque. Il fallait éviter que le risque se produise, le risque environnemental, le risque social, le risque de réputation, d'où la communication, l'importance de la communication, de l'information, d'où les directives sur la transparence des données, patati patata, voilà, etc. Et le but, c'était de continuer à être efficace, c'est-à-dire de pouvoir utiliser moins de ressources, de pouvoir continuer à être profitable en évitant les risques que présentait la crise climatique, mais aussi les crises sociales. Voilà. Et, mais le problème, c'est que en montrant la réalité physique, dont on parlait tout à l'heure justement, qui est que bah, ça va beaucoup plus vite que ce qu'on croit, et c'est beaucoup plus grave que ce qu'on croit, ce qui est la réalité. Mais du coup, ça a eu un effet finalement assez contre-productif, j'ai l'impression, c'est que le risque, il est plus quelque chose à éviter, on va subir le choc, et donc comment faire pour résister au choc. On est passé, je pense, d'une logique qui était celle de l'efficience, c'est comment optimiser les choses, comment rendre durable son activité, à des stratégies de résilience. Il y a deux économistes australiens, j'ai oublié le nom, je suis désolé, à chaque fois je suis obligé de rechercher, j'ai toujours pas trouvé, qui ont montré très bien ça dans un texte que j'ai publié d'ailleurs dans Le Monde. Je l'ai pas retrouvé là, c'est pour ça que je peux pas vous donner la référence, mais je vais chercher, je la trouverai, je la trouverai. Euh, on passe de logique et de stratégie au niveau des États comme des entreprises, de stratégie d'efficience à des stratégies de résilience. C'est-à-dire comment faire pour que ce que je fais, pour que mon activité résiste aux chocs de plus en plus fréquents, de plus en plus violents qu'elle va subir. Et du coup, ça change pas mal le point de vue. Et c'est ce point de vue-là qui est, je crois, incarné dans les modèles trumpiens, pour faire très court, qui est de se dire comment je vais m'en tirer moi, comment je vais résister moi. Et le principe de tout le discours qu'on a actuellement en géopolitique, des questions de souveraineté, reviennent à ça. Alors, au niveau des entreprises, c'est un peu différent. C'est comment je reste. Enfin, ça prend d'autres formes, d'autres termes que sont la compétitivité. Mais on est dans des logiques de concurrence. On n'est pas dans des logiques on n'est plus dans des logiques de coopération, de agir ensemble pour éviter que le risque se réalise. Là, on en est à comment le risque s'étant réalisé, comment je fais pour survivre, éventuellement aux dépens des autres. Voilà. Et comment faire pour que Et le choc atteigne les autres plutôt que moi. je voudrais vous faire, Ça change tout, ça change complètement oui, oui. le point de vue. Et je pense que voilà, c'est un peu Je là-dessus voudrais qu'on vous arrive. demander d'approfondir ce point, Antoine, et Dominique pourra réagir. En fait, Oui, une des modalités de la résilience, c'est la concentration. oui, Prenons un exemple actuel. absolument. Veritas, qui est rentré au CAC 40, est en train de nous dire qu'en fait, ils vont fusionner avec l'autre leader mondial de l'audit, de la certification, qui est SDS. Bon. Pour connaître ça, parce que ça, c'est au cœur de nos sujets, ces deux acteurs qui disent Mhm. objectivement, si vous êtes en riche, si vous faites respecter les normes, ont-ils besoin de fusionner?
Et là, ça rejoint d'autres stratégies qui ont lieu dans tous les autres secteurs. En réalité, non, et on aurait plutôt tendance à penser que les utilisateurs, ont intérêt à avoir plus d'acteurs pour à nouveau que la concurrence, joue sur les prix. C'est le phénomène inverse qui se produit, c'est ce qu'on appelle le phénomène du market power, que moi je note dans tous nos secteurs d'activité où on va vers des oligopoles. Et donc la résilience, elle est en train de se traduire par une concentration qui fait que par l'effet de taille, on impose le prix, donc on impose les choses, et donc évidemment l'acteur se porte d'autant mieux qu'il est leader et leader dominant de dominant. Et là, les autorités de concurrence, Dominique, sont absentes. Il n'y a plus d'autorité de Ah concurrence oui, aujourd'hui ben voilà, sur l'effet de taille. tout à fait. Donc, Antoine, vous voyez comment ce phénomène sur lequel finalement on alerte assez peu, je dirais, on a abandonné sur les questions d'antitrust et on laisse croître les sociétés sous prétexte que la Chine nous menace. Et en fait, elles imposent des éléments et nous contribuons à l'effet de taille. Et il est pour les consommateurs, les utilisateurs, quand même contre-productif fondamentalement. Ah Qu'en mais pensez-vous? Est-ce que je je me pense, trompe ou pas? non, je pense qu'il y a d'une part, il y a une logique éternelle du capitalisme qui est la logique de la concentration. C'est-à-dire Oui, qu'avec cette contradiction fondamentale qui est que dans l'idéologie libérale et celle de la concurrence, etc., mais la réalité économique du capitalisme est celui de la concentration et de l'anti-concurrence, en fait. Donc c'est ça. il y a quand même, ça c'est, je dirais, c'est permanent, c'est éternel, ça fait bien longtemps Oui, que c'est le cas. Là, effectivement, ça se double d'une justification qui est plus une justification politique et idéologique, qui est de dire il faut qu'on résiste alors aux Chinois, il faut qu'on résiste aux chocs, aux par choses la graves taille. qui vont nous arriver. Et donc, plus on est gros et plus on sera solide. Too C'est big to peut-être fail. un Too big mythe, to fail. c'est Oui. peut-être une erreur, et que si, ma foi, c'est le consommateur qui paye, et que si c'est la régulation qui paye, tant pis, voilà, c'est leur problème, Oui, c'est pas le c'est ça. nôtre. Voilà. Nous, on va résister, nous, on va changer les normes, nous, on va pouvoir faire que les normes sont moins contraignantes de façon à qu'on puisse s'étendre et qu'on puisse contrôler bien au-delà et du périmètre actuel, en faisant tomber effectivement les régulations, les normes, les directives européennes diverses et variées. Donc c'est assez cohérent, mais ce n'est pas rassurant. Je suis bien d'accord. Alors il y a quand même des choses un peu rassurantes, parce que je vais aller un peu dans le sens de Dominique quand même, parce que je ne voudrais pas être Oui, on va totalement pas dans le désespérer. noircissement du Oui, tableau total. C'est que il y a les perdants, ce sont les États et les économies du Sud, y compris les entreprises du Sud d'ailleurs, parce que c'est elles qui, effectivement, ont de plus de chances de se faire bouffer par les chocs en question, parce qu'elles n'ont pas les tailles et qu'elles n'ont pas les contrôles politiques et normatifs qui leur permettent, mmh, contrairement aux pays du Nord, justement mmh, d'absorber le choc, enfin, d'essayer d'absorber le choc. Ils ont moins de résilience, tout simplement. ouais. Et donc, ils sont plus, à mon avis, susceptibles de promouvoir des solutions coopératives et multilatérales. Alors ça se voit un peu dans la préparation de la COP de Belém, effectivement, où le Brésil et l'Inde essayent d'avancer sur les questions de financement international avec les organismes financiers multilatéraux et internationaux, la Banque mondiale et même le Mmh, FMI, oui, oui. Et puis ce que disait aussi Dominique sur l'OCDE, c'est assez révélateur, bien que l'OCDE n'ait pas de moyens. oui, C'est qu'effectivement, il y a les institutions internationales sont un peu en train de comprendre que les chocs vont être effectivement de plus en plus violents, arrivent, etc., etc., et que chacun s'en tire de son côté, ça, c'est pas ce qu'il y a de plus efficace. Donc, il y a quand même des choses qui se profilent de ce côté-là qui sont intéressantes. Et l'Union européenne, en tant qu'acteur politique, aurait intérêt à mmh, promouvoir, défendre ce type d'initiative. bien Mais sûr. malheureusement, tout ce qu'on voit là, dans ce que Patrick a décrit, c'est un peu l'inverse. C'est-à-dire qu'au contraire, il y a plutôt une tendance de l'Union européenne, en tant qu'institution politique, à se laisser entraîner justement dans le recul de tout ça et dans le retour en arrière, et d'avoir plutôt d'être à l'écoute de ce que disent les entreprises qui, chacune de son côté, essayent de s'en tirer et de
se préparer au choc en étant celle qui va s'en tirer pendant que les autres se casseront la figure. Voilà. Ouais, ça fait. Dominique, vous voulez dire un mot là-dessus avant qu'on ne distribue les questions que Arnaud, tu vas prendre le relais. Dominique, sur cette question très fondamentale que vient de traiter Antoine, qui est par la résilience, en fait, un effet de concentration qui fausse totalement le jeu et le rapport de force État-acteur. Vous êtes mute. On vous entend pas, Dominique. Votre micro. Merci. OK. J'avais envie de souligner plusieurs points, mais très, très vite, hein, de Oui. mettre dans la discussion. Petit 1 sur ce qu'a dit, Antoine, l'information. Pour moi, la réponse qu'on doit donner, c'est plus d'informations. Le travail que fait Le Monde avec Stéphane Foucard et tout ça, c'est hyper important. Travail que font la recherche, l'article sur les PFAS, et cetera, c'est essentiel. Mais après, encore faut-il qu'on arrive à porter cette information vers tout le monde, vers les couches les plus profondes de la société. Deuxièmement, il faut absolument, je reviens là-dessus, montrer que l'Europe, elle peut, permettre d'améliorer les conditions de vie des gens. Il faut arrêter que l'Europe emmerde tout le monde, en effet, et il faut qu'on développe des grands projets où les gens comprendront que c'est bon pour eux. Troisièmement, je fais allusion aux travaux de Timbaud, Xavier Timbaud. Xavier Timbaud dit qu'il faut arrêter de dire que c'est les plus riches uniquement, qui, émettent le plus de gaz à effet de serre, que tout le monde devra faire des efforts. Simplement, il faut montrer que, de fait, ces efforts sont quand même bien répartis et donc les riches, ils vont en faire aussi. J'ai mis dans le chat quelque chose, dans le chat, on parle des transports en Oui. commun. Il me semble que sur les questions de mobilité, c'est super important, là encore. Je recommande les travaux du Forum Vie Mobile avec, Sylvie Landrièvre. Ils sont en train de construire et de chiffrer un système alternatif à la voiture. C'est-à-dire, comment on pourrait vraiment essayer de se passer radicalement de la voiture sans que les gens en soient, trop, ennuyés. Ça, c'est super, intéressant. Et puis, dernier point, moi, il me semble que ce qu'on voit à l'œuvre en ce moment-là, c'est vraiment la fine pointe du néolibéralisme. On est dans un cran après le néolibéralisme, Hayek. avec la remise en cause totale de l'État, l'idée que les entreprises peuvent prendre la place de l'État, remplacer l'État-providence, et ça, c'est une véritable catastrophe. Et là, on doit se battre aussi avec les armes de l'intelligence, de la réflexion et de l'idéologie. Montrer ce qu'il y a derrière, cette idéologie. Merci là-dessus. Arnaud, je te laisse animer Oui, redistribuer les questions. oui, oui, bah alors, merci pour vos présentations qui ont suscité beaucoup de réactions. Je crois que Dominique, vous en avez une partie, mais que je perçois moi parce que c'est une communauté qui nous suit, qu'on connaît bien, mais comme vraiment une manifestation de la souffrance de ces acteurs qui sont très engagés, qui veulent que les choses bougent et qui sont absolument abasourdis par ce qui se passe autour de nous. Donc j'ai essayé d'organiser les choses. J'ai trois grandes séries de questions à vous poser, enfin un paquet de questions à tous les deux. Je pense que ce sera tout aussi simple. La première, alors Dominique, vous l'avez peut-être vu, mais il y a eu beaucoup de réactions au moment où vous avez présenté la volonté de faire émerger ce récit enthousiasmant. Je pense qu'il y a un consensus absolu sur le fait que c'est une nécessité. Ça a été appuyé par le WWF récemment. Mais la question, c'est vraiment ce comment. Constatant que d'une part, le pouvoir politique modéré, traditionnel, n'a jamais voulu organiser cette discussion collective sur le vivre ensemble on tient pour preuve la Convention citoyenne qui a été quand même largement vidée de sa substance alors même qu'elle avait eu lieu. Et puis surtout, quand on regarde le contexte actuel, on voit quand même trois énormes forces de résistance qui émergent. La première qui est politique, et on voit bien que ce sont les démagogies qui prennent le pouvoir aujourd'hui, que ce soit en Europe ou aux États-Unis. La deuxième, c'est qu'on a quand même des détenteurs du capital, bah, vous venez de le dire, hein, qui sont extrêmement puissants et qui se voient même à la place des États, enfin confère Musk. Et puis, en plus, troisième force, c'est que ces détenteurs du capital détiennent aussi les instances de presse, les réseaux sociaux et manipulent ouvertement l'information, la polarisation et les vérités alternatives. Donc face à ces courants très puissants, comment faire émerger cette capacité à construire un nouveau récit? Ah, voilà, trouver la solution. Moi, Question à non. 1000 francs. Non, mais alors c'est pas seulement, je pense que c'est pas du tout seulement un récit enthousiasmant qu'il faut proposer, mais il faut montrer
y compris par l'action, hein, comment la vie des gens pourrait être améliorée. Par exemple, je reviens à la question de l'emploi. Comment cette transition écologique, elle peut créer des emplois? Et je pense que parallèlement, il faut qu'on ait une réforme de l'entreprise. On n'en a pas beaucoup parlé, mais une entreprise «soutenable» entre guillemets, c'est pas une entreprise, je reprends les termes de l'association, de la convention des entreprises pour le climat. Oui, Entreprise soutenable, c'est pas une entreprise qui participe à une économie extractive, mais à une économie régénérative. Et moi, je dois dire que moi aussi, je suis hyper inquiète, hein, mais j'ai travaillé avec certaines de ces entreprises, de la convention, des entreprises pour le climat, et ça m'a franchement, ça m'a fait un bien fou parce qu'on voit qu'il y a des entreprises qui font vraiment des choses. Je pense à une entreprise de travaux publics qui regarde comment recycler son plâtre, qui est, insérée dans son territoire, enfin qui est ils font des tonnes de trucs et ils y croient à cette histoire d'économie régénérative. Moi, je trouve ça super, super intéressant. Hem donc réformer l'entreprise, donner plus la parole et le pouvoir aux salariés, hein. Dans un bouquin qu'on a écrit avec Isabelle Ferreras et Julie Batilana, on propose une sorte de révolution, hein, dans un manifeste travail dans lequel on propose que le pouvoir des salariés, soit équivalent au pouvoir des actionnaires. Alors ça peut paraître utopique, mais moi ça me j'ai l'impression que c'est une voie de sortie, hein. Et puis enfin, bah, oui, le capital est de plus en plus puissant. Bah, il nous faut des réglementations, il faut des impôts mondiaux et cetera. Et sur l'information, eh ben, il faut absolument qu'on aide les journaux, indépendants qui existent aujourd'hui, type Le Monde, ou qu'on crée de nouveaux médias. Je pense que là, toutes les classes, moyennes, françaises devraient mettre la main à la poche pour, soutenir et renforcer une information, libre. ça fait partie des choses. Antoine voulait compléter Oui, ce panorama des solutions. oui. Alors, moi, je pense que à des niveaux de gouvernance et des grandes entreprises ou à des niveaux de gouvernance politique élevés, pour l'instant, c'est mort. C'est horrible à dire, mais bon, pour l'instant, c'est mort. Mais en revanche, il se passe plein de choses Sur le terrain. au niveau local, au niveau du terrain, etc. Et en fait, c'est dans cette même logique de résilience que je décrivais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il y a des territoires en France et ailleurs, et dans plein d'endroits dans le monde entier, qui essaient de s'organiser pour résister aux chocs qui arrivent Et ou invente. qu'ils ont déjà vécu et qui s'organisent pour ça à des niveaux très communautaires, à des niveaux. Oui, Alors c'est plus ou moins grand en termes de territoire, en termes géographiques, mais c'est à des niveaux politiques en tout cas qui sont totalement en dessous de niveaux où la l'État. décision politique peut être prise et peut intéresser une communauté nationale, etc. Là, on est vraiment à l'échelon des territoires, à l'échelon d'entreprises aussi, parce qu'il y a énormément d'entreprises qui, effectivement, comme le disait Dominique, qui font des choses, mais ce sont des solutions locales. Ce sont ou bien des attitudes locales qui permettent, mais qui sont dans cette même logique de résilience mais je crains que la question, ça ne devient pas systématique ou systémique. Ce sont des initiatives Oui, ponctuelles, ce sont des initiatives qui durent souvent ce que dure le pionnier ou l'entrepreneur ou le oui, personnage ou le maire ou je ne sais pas qui s'est lancé dans une aventure et réussit à faire suivre la communauté qui est autour de lui pendant la durée de son mandat ou jusqu'à ce qu'il en ait mmh, marre et qu'il craque, qu'il s'en aille, je ne sais pas. mmh, Ben voilà, on est plutôt à ce stade-là, quoi. mmh. Et je pense que, alors là, je m'adresse aux professionnels des entreprises qui sont dans cette assistance, c'est que c'est beaucoup plus justement dans une espèce de décentralisation et de donner confiance et donner appui à des initiatives de ce type qui peuvent émerger dans des filiales, dans des branches, dans des établissements, dans des usines, voilà, qu'il peut se passer quelque chose qui correspond Oui, à ce que vous recherchez. oui, Et oui. je crains de ne plus avoir trop confiance dans le fait que le président Le directeur micro, général ou oui. bien le Le gouvernement micro, puisse être, voilà. oui.
le attentifs à micro ces sujets-là. Je peux faire un tout petit rebondissement là-dessus. Je pense à, j'ai vu vous vous souvenez que l'entreprise GKN a fermé à Florence. J'ai passé un mois en Italie il y a quelque temps et j'avais rencontré les salariés. Donc l'entreprise a fermé, elle a licencié tout le monde. Les salariés ont résisté, ils se sont installés dans l'entreprise. Ils veulent créer une coopérative et fabriquer des panneaux solaires. Bah, là, on voit très bien, alors il y a des discussions en cours avec à la fois la ville de Florence et la région. Alors, ils ne sont pas du même bord politique, si je me souviens bien. Mais on voit très bien que ça serait super intéressant de donner de l'argent à cette coopérative. En effet, alors je sais bien que le fabriquer des panneaux solaires, c'est plus, on est plus compétitif en Europe. Mais bon, il faut quand même qu'on puisse en fabriquer aussi, quoi. Donc, est-ce qu'il n'y a pas un moyen, en s'appuyant sur cette volonté des salariés et en créant ces coopératives et en les aidant, de développer quelque chose d'intéressant? Ouais. C'est le salut par le micro et pas par la macro. C'était vraiment, c'est une voie qui est prônée par énormément d'acteurs. Il y a en France un regroupement des acteurs en ce sens. Il est éminemment intéressant. Arnaud, je te laisse terminer parce qu'on va vers la conclusion. Oui, Pour alors respecter notre horaire. pardon, oui, vous avez largement anticipé la question que je voulais poser, qui était exactement celle-ci, hein, qui avait été remontée sur le paradoxe entre le positionnement ensuite des niveaux de réponse qui est très global, qui est porté par les États, par les coopérations internationales, versus le local, qui est le lieu à la fois de la manifestation des conséquences du changement climatique et des désordres environnementaux, mais aussi le lieu le plus efficace d'expérimentation de solutions. Prévention. Donc, alors, du coup, vous avez largement précisé votre pensée sur le fait que oui, il y a probablement un rééquilibrage à opérer pour expérimenter davantage et laisser la liberté d'action au niveau local versus attendre tout du global. Mais ça pose la question de comment accélérer ce schéma qui est à l'opposé de ce qu'on fait aujourd'hui et qu'on fait à la discussion que vous avez vue sur les agrégations et les regroupements des multinationales. Et est-ce que fondamentalement, tout ce qu'on se dit ne revient pas à poser la question brutalement de la démocratie et du pouvoir de représentation démocratique au sein de nos sociétés? Parce qu'on voit que tout, enfin que ce soit, enfin vous l'avez dit Dominique, hein, on est arrivé à un moment où les entreprises se pensent plus puissantes que les États et veulent même prendre le pouvoir. Donc est-ce que l'enjeu fondamental, c'est pas de réécrire une démocratie qui soit plus représentative et plus attachée aux considérations locales populaires que des détenteurs du capital et des hommes politiques Oui. très Alors, portés par je prolonge ta question militaire. d'une phrase, Arnaud, pour permettre à nos experts de conclure. C'est qu'effectivement, c'était tout l'intérêt de la RSE dans d'une certaine manière. C'est qu'en installant l'obligation de rendre des comptes, de collaborer avec la société, etc., on améliorait d'une façon très démocratique le rapport entreprise et société, qui ne l'est pas dans sa logique profonde, comme l'a rappelé Antoine Roverchon. Donc, euh, voilà, et c'est là où moi je suis inquiet, si vous voulez, de l'affaiblissement et de la fonction et du travail qui est fait derrière et de la philosophie même. Et c'est peut-être parce que ça dérange justement que ça frotte aussi fort. Mais il y a une inspiration profondément démocratique dans une logique de responsabilité qui n'est pas simplement histoire de faire beau, de faire bien à la marge, hein. Il y avait ça derrière. Alors, est-ce que ça, c'est vraiment est-ce qu'on en a conscience? Qu'en pensez-vous? Est-ce qu'on peut espérer que, je dirais, l'Europe reporte cette valeur? Parce que c'est une question de valeur. Reprenne ça. Alors, c'est Ouais. vrai que si je peux. Oui, 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 Antoine, au contraire. il y a eu un moment où effectivement, avec la montée d'extrême droite et les conséquences des systèmes électoraux, surtout dans notre pays, qui est quand même assez particulier de ce point de vue-là, il y a eu toute une réflexion, une grosse vague au moment effectivement de la conférence citoyenne à peu près, etc., autour de régénérer les instruments de la démocratie, de la représentation, de la représentativité et de la responsabilité politique, etc., etc. C'est vrai qu'il y a eu un gros mouvement, une grosse mobilisation. Enfin, nous, on s'en est évidemment emparé à travers toutes les tribunes qu'on a publiées sur le sujet. Mais le problème, si vous voulez, c'est que là aussi, c'est derrière nous. Je suis désolé, au niveau, une fois de plus, de niveau de gouvernance qu'on considère dans le Oui. débat actuel, hein, qui sont les niveaux macro, etc. Ce qui n'est pas le cas au niveau micro, parce qu'il y a plein de choses qui se passent là aussi au niveau micro. Mais c'est assez. Le paradoxe, si vous voulez, c'est que c'est par les moyens démocratiques traditionnels de l'élection Oui. que sont en train d'arriver au pouvoir ceux qui vont démolir la démocratie. Voilà.
et et que bah, c'est historiquement, ça s'est déjà vu d'ailleurs. Heu et donc c'est trop tard, quoi. Enfin voilà et ça serait c'est un peu difficile de dire: «Ah ouais, mais c'est pas légitime, ils ont pas de légitimité parce qu'ils sont élus par la démocratie représentative», alors que c'est le modèle politique sur lequel on a vécu pendant les 2 siècles, quoi, voilà et c'est ça qui est très difficile, c'est que ça ce débat-là ne s'est pas traduit, sur les nouveaux instruments de démocratie, blablabla, ne s'est pas traduit dans la réalité, institutionnelle, parce qu'évidemment ça a été, balayé par la classe politique traditionnelle qui, elle, tire sa légitimité du système précédent et donc du coup, maintenant, on est un peu coincé, il faut bien le dire. Sauf, là encore, avec ce qui se passe, parce qu'il y a plein de systèmes de démocratie participative, divers et variés, plus ou moins efficaces et cetera. Enfin après, toutes les nuances, de gris Mmh, existent, mmh, mmh. mais au niveau local. Mais au niveau national, je pense que le débat est mort là. Ça y est, le Alors, le système démocratique de l'élection majoritaire à 2 tours, va à de beaux jours et va continuer et va fonctionner, jusqu'à ce que ça on soit vraiment, vraiment pardon, enfin, dans la bon, bouillie. on vous laisse la conclusion optimiste et où nous Oui, trouver vaut mieux. la lumière Oui, derrière le tunnel. Dominique. Vas-y, Dominique, Dominique. il faut pas désespérer Billancourt, Dominique. J'ai envie de conclure sur, avec, une autrice, dont j'ai découvert les travaux récemment, une sociologue américaine qui s'appelle John Williams et elle a écrit un livre vraiment passionnant qui s'appelle «La classe ouvrière blanche», The White Working Class, dans lequel elle analyse la victoire de Trump en 2016 et elle montre que la question de l'emploi était absolument fondamentale. C'est-à-dire que, pendant, 2 décennies ou 3, toute une partie de la classe laborieuse américaine a perdu ses emplois, a eu des emplois dégueulasses, s'est fait maltraiter dans l'emploi et cetera et a d'une manière, perdu sa dignité, la dignité qu'elle trouvait dans la possession de bons emplois et certes, Trump a un peu compris ça, mais surtout les démocrates ne l'ont pas du tout compris et dit-elle, les démocrates ont préféré s'adresser aux élites, plutôt qu'à ces personnes-là et ce qu'elle dit évidemment, c'est que désormais, il faut qu'on arrête de mépriser. Ça nous rappelle la question de la note de Terra Nova en 2011, hein, c'est-à-dire qui recommandait au PS de ne plus s'occuper des classes populaires. Donc je pense qu'il faut au contraire remettre les classes populaires, au centre de nos, réflexions et réfléchir sur cette question des bons emplois. C'est-à-dire que les bons emplois, c'est vraiment le nerf de la guerre et si on ne résout pas cette question-là, alors on aura, l'extrême droite au pouvoir. Merci, Dominique, de nous avoir rappelé quelque chose qui est fondamental pour nous tous concernés par ces sujets, c'est que le lien entre l'environnement, le social, la gouvernance, qui était un des concepts fondateurs et fondamental et qu'il faut reprendre parce qu'on ne résoudra pas l'environnement sans le social sans la gouvernance, etc. Et donc, c'est autour de ça qu'on peut régénérer le mot et le bon. Merci beaucoup de vos éclairages, à la fois francs mais mobilisateurs. Et donc, il va de soi que pour tous les professionnels qui sont concernés par ça, il faut qu'ils observent lucidement cette situation, mais il faut qu'ils en inventent aussi des solutions collectives sur le terrain, très probablement. Je ne désarmerai pas le niveau macro, mon cher Antoine, mais je pense qu'il faut aussi, sur ce terrain-là, faire des choses et que le rapport entreprise et société, qui est une des valeurs de l'Europe, ben, il est devant nous et il est gagnable. Voilà. Je pense on peut continuer là-dessus. Merci, on continuera de vous lire uns les autres et d'échanger. Et on se donne rendez-vous donc en février. Donc c'est le 21 février pour notre prochaine actualité. Merci Arnaud d'avoir fait cette synthèse et aux uns et aux autres à votre disposition à travers les équipes qui vous redistribueront le replay et les informations sur tous les documents cités. Merci à vous tous, très bonne fin de journée et à bientôt et Merci. faisons une année plus durable. Merci Merci. Merci beaucoup. beaucoup.